Bonjour, aujourd'hui on va voir l'histoire des rosiers modernes. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici, j'imagine, parce que vous êtes curieux de connaître la suite de l'histoire des rosiers. Nous allons donc continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. Nous étions arrivés à un groupe qu'on appelle les hybrides remontants. Pour obtenir ce groupe, on avait croisé des rosiers venant de Chine ou leurs descendants, comme par exemple les rosiers bourbons, qui avaient la faculté de fleurir plusieurs fois, mais qui n'étaient pas robustes pendant nos hivers européens avec les rosiers d'ici. Ces derniers ne remontaient pas, mais étaient bien adaptés à nos hivers. Le résultat est devenu un immense succès qui a éclipsé presque tous les Gallic, Alba, sans feuilles, etc. La production des hybrides remontants explose et des nouvelles variétés sont produites jusque dans le premier quart du XXe siècle. Mais de Chine sont arrivés également des rosiers qu'on appelle des roses thé. Plusieurs explications se disputent l'origine de ce drôle de nom. Ça va de l'odeur typique de thé de la rose jusqu'aux caisses de thé dans lesquelles on les aurait transportés, de leur région d'origine ou bien de leurs pétales avec lesquels on ferait du thé. Bref, toujours est-il que ces rosiers thé apportaient à nouveau une belle remontée de la floraison et puis aussi et surtout une nouvelle belle palette de couleurs plus riche. Le jaune pâle arrive avec la variété Rosa ochroleuca et les croisements, qui ne tardent pas à venir, notamment avec les rosiers noisettes, donnent à ce groupe de nouvelles teintes pastel, les couleurs de l'aube. Dans le groupe des rosiers thé, vous avez peut-être déjà vu Catherine Mermet ou Archiduc Joseph ou Madame Antoine-Marie. Mais les rosiers thé de Chine ont aussi cette fragilité au froid et l'idée de les croiser avec les grands favoris du 19e siècle, les hybrides remontants, est vite trouvée. Mais le résultat est fatal pour leurs parents parce que ce nouveau groupe sera la grande star du XXe siècle. C'est le groupe des hybrides de thé. On arrive donc à un groupe qui sera bien remontant, pas frileux, parfumé, de plus en plus sophistiqué et élégant dans une large gamme de couleurs. Qui dit mieux? Avec en plus enfin la maîtrise de la technique de l'hybridation, on était arrivé dans la modernité. En tout cas, c'est ce qu'a finalement décidé la Fédération mondiale des sociétés de roses. Avec l'arrivée du premier rosier hybride de thé, finit le temps des rosiers anciens et commence le temps des rosiers modernes. Et cette première rose moderne aurait été la rose La France, éditée par Jean-Baptiste Guillot en 1867. Comme je vous ai dit dans ma vidéo sur les rosiers anciens, ce fait est très contesté. Aussi bien la parenté de la France, qui n'est pas vraiment établie, que son rôle de tout premier hybride de thé. Toujours est-il que cette date a été fixée et elle sert de référence aujourd'hui. Tout le long du XXe siècle, le groupe des hybrides de thé a été travaillé pour obtenir des floraisons de plus en plus longues, des tiges bien droites, au bout desquelles se trouve un bouton très fin, très pointu, qui devient une fleur élégante avec des pétales hautes, turbinées et avec un coloris stable qui ne change pas avec le développement de la fleur. Des rosiers qui pouvaient être présentés lors des très populaires concours de rosiers ou bien tenir longtemps en vase chez le fleuriste. Le rosier Impératrice Farah en est le parfait exemple. Il ressemble vraiment à la fleur qu'on dessinerait spontanément si on devait dessiner une rose, alors qu'il existe tant de roses différentes. Cette apparente perfection cache néanmoins, bien souvent, une apparence raide et guindée et des fleurs qui perdent vite leur beauté à la moindre averse. On a vu que la palette des couleurs s'est agrandie avec l'arrivée des rosiers thé. Mais il nous manque encore deux couleurs importantes qui n'existaient pas encore parmi les rosiers à la fin du XIXe siècle. Le bleu, bien sûr, mais il est impossible à obtenir. Le rosier ne possède pas le gène du bleu et on arrive à obtenir que des tons de mauve ou de lilas comme chez Rhapsody in Blue. Au Japon, des manipulations génétiques ont donné un rosier Century Blue Applause, mais là aussi, on ne peut pas vraiment parler de bleu. La deuxième couleur manquante était un vrai jaune. Pas le jaune pâle chinois, un vrai jaune doré bien lumineux. Et il est arrivé avec un rosier sauvage de Perse, Rosa foetida persiana. Oui, vous avez bien entendu le mot foetida fétide, car il paraît que ces fleurs ne sentent vraiment pas bon.
C'est dommage, je ne l'ai jamais rencontré parce que j'aimerais bien savoir à quel point c'est vrai. Toujours est-il que ce pauvre rosier au nom si difficile à porter est d'un jaune profond et riche qu'aucun cultivateur n'avait réussi à obtenir et qui n'existait pas parmi les rosiers anciens. Mais un rosieriste lyonnais, Joseph Pernet-Duché, a eu la patience de travailler pendant 15 ans sur l'hybridation de Rosa foetida. Et en le croisant avec une hybride remontant, Antoine Duché, il a finalement obtenu un rosier qui a fait sensation quand il est arrivé sur le marché en 1900. Soleil d'or, soleil, or, lumière chaude, il n'y avait pas de meilleur nom pour cette nouvelle rose. Fort de ce succès, Pernet-Duché a continué à travailler avec Rosa foetida pour obtenir d'autres descendants. Il a décidé d'appeler ce groupe des Pernetiaceae. Et il a bien sûr été rapidement copié par d'autres hybrideurs. Mais là où sa chance s'est arrêtée, c'est que, certes, les enfants n'avaient pas hérité de cette odeur de leur père, au contraire, étaient bien parfumés, mais ils avaient hérité d'une grande sensibilité à la maladie de la tache noire. Et sauf rares exceptions, vous n'allez plus pouvoir les trouver dans le commerce aujourd'hui. On a néanmoins beaucoup travaillé cette couleur jaune intense et au fur et à mesure du XXe siècle, elle a servi à donner une nouvelle gamme d'orange, de cuivre, de rouge corail ou saumoné. Et la plupart des variétés modernes de couleur jaune sont les héritiers du travail de M. Pernet-Duché, comme Golden Celebration par exemple. Ou également le rosier le plus vendu au monde, la star du XXe siècle, l'hybride de thé Madame Antoine Meillan. Un rosier qui a dans sa parenté plusieurs hybrides de thé et pas moins de 5 rosiers jaunes de Pernet-Duché. On le connaît aussi sous le nom de Peace ou de Gloria Dei. Bon, alors, nous sommes au début du XXe siècle et on sait obtenir des roses de toutes formes et couleurs, parfumées et qui fleurissent plusieurs fois. Et si on augmentait le nombre de roses par tige? C'est ce qu'ont réussi à faire les obtenteurs avec le nouveau groupe, les Polyantha. Polyantha, c'est du grec pour beaucoup de fleurs. Son synonyme en latin, c'est multiflora. Et ça nous emmène directement à l'ancêtre des roses Polyantha, le rosier sauvage, Rosa multiflora. Un vigoureux sarmenteux qui porte des panicules de petites fleurs blanches. Il est arrivé en France du Japon cette fois-ci. Ces mutations et ces hybrides ont d'abord été utilisés pour obtenir des rosiers grimpants avec une avalanche de petites fleurs. Un hybride de multiflora bien connu est Guylaine de Féligonde que je vous ai déjà présenté. Il date de 1916 et ne se démode pas. Ensuite, quelque chose de vraiment épatant est arrivé. En croisant Rosa multiflora avec un rosier de taille moyenne, lequel est toujours un mystère, on est passé d'un grand grimpant non remontant à une descendance naine, pas plus que 40 cm, qui fleurit quasiment sans interruption. Et d'un rosier à fleurs simples, on est passé à une descendance avec des fleurs doubles. Quel coup de maître! Ce maître était Jean-Baptiste Guillot. Oui, le même qui a créé le fameux La France. Il a appelé ses premières obtentions Pâquerette et Mignonnette. Avec ces noms-là, plus rien n'évoque leurs parents géants. Ces petits Polyanthas sont très résistants au froid, portent donc beaucoup de petites fleurs, souvent bien parfumées, qui peuvent apparaître en continu jusqu'au gelé. Et leur port compact permet de nouvelles utilisations dans les massifs. La grande mode sera de planter des grandes masses de Polyantha pour des effets de couleurs spectaculaires. En croisant des Polyantha avec les roses thé, on pouvait obtenir des merveilles, comme les toutes petites roses élégantes de Mademoiselle Cécile Brunner. Un rosier de petite taille, dont une mutation a inversé les choses en donnant à nouveau un géant que je vous ai déjà présenté, le rosier liane, Mademoiselle Cécile Brunner grimpant. Vous imaginez le succès commercial de ces rosiers Polyantha. On estime à 600 le nombre de ces rosiers créés au XXe siècle. Mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Souvenez-vous de la star Madame Antoine Meillan, ou Peace, un rosier hybride de thé avec une superbe fleur, mais toute seule en haut de sa tige. Ce serait tellement bien s'il y avait un bouquet de belles roses à la place. Les rosieristes croisent alors les Polyantha avec les hybrides de thé. Et voilà, encore un nouveau groupe, le groupe des Floribunda, des rosiers floribonds. En résumé, des rosiers plus grands que les Polyantha,
avec toujours une floraison très remontante. Les fleurs multiples sont regroupées en bouquets, mais comme elles sont plus grandes, leur nombre diminue. Un floribunda très connu est Fée des neiges ou iceberg. Si vous vous sentez perdu avec ces trois termes qui signifient tous les trois beaucoup de fleurs, retenez tout simplement que le rosier sauvage multiflora est un grand grimpant avec des panicules de petites fleurs. Il est un des parents des rosiers polyantha qui gardent les bouquets de petites fleurs, mais le buisson ne mesure en général pas plus que 50 cm. Et le rosier polyantha est un parent des floribunda qui dépasse facilement les 50 cm avec des fleurs multiples moindres mais plus grandes. Voilà les grandes avancées techniques de cette modernité. Évidemment, ce qui rend difficile la classification d'un rosier moderne est que sa généalogie est extrêmement ramifiée, surtout quand on avance dans le XXe siècle. Aujourd'hui, dans les catalogues, on voit donc souvent tout simplement l'appellation hybride moderne. Comme pour les rosiers anciens, pour plus de clarté, j'ai laissé de côté plusieurs groupes comme les grimpants et les lianes et les merveilleux hybrides de rugosa ou de moschata qui mériteraient bien évidemment aussi qu'on en parle. Néanmoins, j'aimerais encore évoquer le travail de David Austin, l'obtenteur anglais qui se lance dans les années 50 dans la recherche d'une rose qui ressemblerait à nouveau à l'image qu'il se fait d'une rose ancienne, bien pleine et romantique. Même si, vous l'avez bien vu, le groupe des rosiers anciens est très hétérogène avec toutes sortes de formes de fleurs. Il cherche également à retrouver un gros buisson avec un feuillage abondant et bien sûr, parfum et remontée de la floraison. Les amateurs des rosiers d'Austin connaissent les grandes classiques comme ici Gertrude Jekyll ou sa toute première obtention, Constance Spry. Ces rosiers sont souvent nommés roses anglaises, ce qui est un peu injuste parce qu'il y a bien d'autres créateurs de rosiers en Angleterre aujourd'hui. D'autres rosiers ont été obtenus dans un but plus technique, comme les rosiers couvre-sol qui s'étalent et qui poussent plus en largeur qu'en hauteur, ou les rosiers paysagers très costauds qui se destinent souvent aux plantations en masse dans des endroits difficiles comme le long des autoroutes ou sur des ronds-points. Et aussi les rosiers miniatures, parfaits pour une vente en pot et qu'il ne faut surtout pas cultiver comme une plante d'intérieur, bien sûr. Voilà, je vous ai donné un petit aperçu de la complexité de la généalogie des rosiers et j'espère que vous avez une meilleure idée de tous les groupes que je vous ai présentés. Et si vous avez envie que je vous parle des autres groupes que j'ai dû négliger, dites-le moi et je pourrai éventuellement faire un autre cours théorique. Amis des rosiers, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.